Voyons le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la paix, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfangeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à tous les élèves de la classe. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel. Bonsoir en ce 3 octobre 2022 et nous allons nous excuser du nouveau horaire. C'est compte tenu aussi du changement de temps au niveau du travail parce qu'il faut bien survivre. Mais nous tenons qu'à cela, il faut pouvoir faire les directs pour permettre aussi non seulement de donner les informations, de les analyser, mais de permettre aussi à ceux qui le voudraient de pouvoir s'exprimer. Et donc, sans plus tarder, je commence avec le premier texte de la journée que j'ai personnellement intitulé « C'est justement une question de bon sens ». J'écoute avec amusement la rengaine de ceux des nôtres qui s'offusquent de ce que nos journalistes, sur le plateau de NCI 360, du 2 août 2022 est la même opinion. Dans le meilleur esprit du monde, a priori tout au moins, cela argue que cela est contraire à l'équilibre de l'information. J'ai envie de leur dire qu'ils ont tant raison, qu'il serait bien inspiré d'aller sur une chaîne à Bamako en ce moment pour y jouer les honnêtes gens, en disant très exactement le contraire de ce qui est prévu aux éléments de langage de la junte au Mali. Ils verront bien que nous sommes grands et dignes chez nous en Côte d'Ivoire. Nous qui souffrons d'inviter des journalistes maliens à un programme qui fait désormais prime time, alors que nos concitoyens sont dans les fers là-bas. J'ai pu parier, vu l'extase paranoïaque de certains de nos voisins du Nord, que nos gentlemen passeraient de vie à trépas aussitôt la porte du studio franchie. Pour revenir au fait, c'est-à-dire une supposée conspiration pour des positions uniformisées, on sent la mauvaise foi puer chez les tenants d'une telle idéologie. L'histoire personnelle de chacun des intervenants, leur état de service et l'ensemble de leurs œuvres à titre individuel rendent peu probable un consensus prémédité. On ne dira pas que André Silver Conan pense comme M. Bamba Alex Suleiman ou que Guillaume Bateau est devenu subitement un laudateur au service du pouvoir d'Abidjan. Encore moins M. Arthur Banga qui moque depuis un an les nouveaux choix stratégiques d'un ministre du gouvernement. En réalité, certains de nos frères croient trouver là l'occasion de contrarier enfin Ouattara. Donc à la guerre comme à la guerre, plus rien n'est important. Pas même la plus stricte mémoire du partage et l'empathie au surplus pour des soldats qui sont l'émanation de notre chair et pour qui l'on aurait pu avoir un peu de pincement si la politique eût été moins étourdissante. L'équilibre de l'information et la pluralité de tons sur le plateau. On s'impatiente parce que des journalistes d'une même voix expriment une lassitude, s'il vous plaît, qui en l'occurrence est l'autre nom du sentiment national. Nous sommes bien heureux de vivre
dans un pays dont des soldats sont pris en otage, alors que certains tissent des vers imbibés de gloire à l'endroit du victimaire. Par principe, par décence, par dignité, on se retient de dire certaines choses quand la vie de compatriotes est en jeu à l'étranger. Quand Ben Laden a attaqué les États-Unis d'Amérique, tous les descendants de l'oncle Sam n'étaient pas très sûrs de la gouvernance de George Bush. Pourtant, même les plus radicaux complotistes se gardaient de mettre leurs réserves sur la place publique, parce que des Américains avaient péri. On ne joue pas avec le délit d'intelligence avec l'ennemi. Or, par la farce de l'équilibre et de l'équidistance, certains s'adonnent à ce jeu. Heureusement que notre pays n'a pas encore franchi l'étape ultime. Quand on y pense, quand on s'y penche de près, on réalise combien ils sont prêts à tout pour casser du pouvoir d'Abidjan. Or, les 46 soldats retenus à Bamako ne sont pas des enfants de Ouattara, mais ils se disent qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. 46 innocents, émanation de chacun et de nous tous, peuvent souffrir, mourir à Bamako, pourvu que vienne l'ivresse de la chute de Ouattara. C'est un texte de Inza Bamba, qui est un écrivain ivoirien, très beau texte qui reflète de la mentalité malsaine de nos opposants et même des ennemis de la République qui ne jurent que par la destruction de la Côte d'Ivoire. Sujet numéro 2, c'est une parodie du poème Afrique mon Afrique qui a été adapté à la situation actuelle en Afrique de l'Ouest. Afrique mon Afrique, des honteux, putschistes dans les savanes d'Afrique, quand vas-tu te libérer enfin du manteau de la pauvreté? Afrique mon Afrique, des honteux putschistes dans les savanes ancestrales. Afrique mon Afrique, des petits capitaines et des petits colonels colonisés populistes, des généraux caporalisés au dessein calamiteux. Afrique mon Afrique, des coups d'État honteusement stupides. Afrique mon Afrique, tu fais vraiment honte et pitié. C'était un article tiré sur operanews.ci pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et nous passons inéluctablement au troisième sujet, la trouble séduction du pouvoir militaire, du treillis et de l'autocratie dans une partie de l'intelligentsia postcoloniale d'Afrique subsaharienne. Quelle pourrait en être l'origine? L'appétence d'une grande partie de l'élite postcoloniale d'Afrique subsaharienne pour les dictatures militaires, pour les régimes et la force de l'arbitraire résulte assurément de contradictions internes insurmontées. L'intériorisation inconsciente de la domination coloniale et de l'arbitraire comme modèle politique. Ce syndrome traumatique profond pourrait expliquer l'étrange sentiment d'admiration et de répulsion, d'amour et de haine qu'éprouve une partie de l'intelligentsia postcoloniale africaine, soi-disant anticolonialiste, envers l'ancienne puissance coloniale. L'État et le pouvoir moderne nous sont apparus sous la forme de la force militaire, de la domination et de l'arbitraire, dont la brutalité du commandant colonial fut l'expression symbolique. La séduction du pouvoir du treillis dans l'élite postcoloniale qui s'est toujours empressée de se rallier les colonels et les généraux de l'armée et de la police pour en faire sa garde prétorienne. Lorsqu'elle exerce le pouvoir d'État, semble être un syndrome traumatique hérité de la période de la domination du commandant colonial. De fait, sous la direction des élites locales, l'État postcolonial africain s'est souvent réalisé comme dictature militaire et autocratie. Le syndrome traumatique hérité de l'époque du règne du commandant colonial s'est souvent traduit dans les États postcoloniaux par l'alliance du clerc et du fusil. L'alliance incarnée par les juntes militaro-civiles célébrées par des intelligentsias organiques. Nulle part ailleurs qu'en Afrique subsaharienne n'a été observé avec autant de résilience historique
cette alliance contre nature et cette apologie de la dictature militaire, trouble alchimie interne, ce syndrome traumatique. De ce syndrome traumatique vient le trouble complexe d'admiration et de répulsion, d'amour et de haine qu'éprouve une partie de l'intelligentsia postcoloniale africaine, soi-disant anticolonialiste envers l'ancienne puissance coloniale. L'appétence de l'élite postcoloniale psychanalytique appelle de désaliénation psychique. C'était un article de notre aîné Alexis Diette. Et nous terminons définitivement avec le sujet numéro 3, qui est un texte de notre mère Blanc et qui a pour titre « Le collier du » Voici déjà quelques années que naissait un panafricanisme d'un autre genre, car en apparence, leurs petites entreprises sont plutôt bien fleurissantes. Eux dont la seule préoccupation n'est que pécuniaire, voudraient nous faire croire à une quelconque lutte de la libération de la qui se rallie à une cause dont elle ne sait pas grand-chose. Les manipulateurs sont des nationalités européennes pour la plupart. Les manipulés rêvent tous de s'exiler et restent amers quand il leur a été refusé le précieux sésame. Flagrante aberration que celle de pourfendre un pays et de vouloir y vivre par tous les moyens. Tout scandale abat la France, mais tous la veulent comme pays de résidence. Même l'autoproclamé leader, le bien nommé Capo Chichi alias Kémy Séba, a dans la poche un passeport français. Ne pensez-vous pas que par souci de crédibilité, il aurait dû y renoncer et ne garder que le passeport béninois? Jamais il ne le fera et ce détail n'interpelle pas ses partisans. Capo Chichi, le digne descendant de Béhanzin, roi du Dahomey, jamais roi n'a autant vendu ses propres concitoyens aux esclavagistes blancs. Un commerce honteux. Kémy Séba, à mesure de son enrichissement illicite venant de la braderie de l'Afrique à la Russie, se fait appeler leader, avec à son cou un ridicule collier d'où pendouille une carte de l'Afrique, une Afrique dont il se croit propriétaire. Un dérangé mental, ce Kémy Séba. Nous rêvons tous un jour où son collier de sottises va lui ceindre le cou jusqu'à l'étouffement. Il suffit que la France le veuille. Pour l'instant, nous rigolons de l'idiot, avec à son cou son ridicule collier. C'est un texte de notre mère Blanc. Et mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Tous ceux qui souhaitent appeler, vous pouvez le faire incessamment, en toute sincérité. L'émission ne va pas dépasser les 2 heures du temps, compte tenu du fait que c'est tard. Et je demande à tous ceux qui vont prendre la parole de ne vraiment pas dépasser les 10 à 15 minutes pour les animateurs, parce qu'il est déjà tard et on essaye de faire du mieux que nous pouvons. Et ceux qui veulent prendre la parole, vous avez les 5 minutes qui sont là. Et comme je le dis, on souhaite que les uns et les autres soient très efficaces, très brefs. Il est déjà tard et il ne faut pas aussi abuser de la générosité de ceux qui sont présents avec nous. Demain, les uns et les autres pourraient prendre l'émission et la suivre. Et comme je le disais, à cause du changement de temps de mon boulot, je ne pourrai plus présenter les émissions aux heures auxquelles nous étions habitués. Et donc, la présentation étant faite, je souhaite que ceux qui veulent appeler, qu'ils ne perdent pas du tout de temps, qu'ils appellent. Et le maximum de temps pour ceux qui animent, ça sera 15 minutes. Et pour ceux qui ne sont pas des animateurs, maximum, ça sera le 10 minutes. Donc, ceux qui veulent appeler, vous pouvez le faire incessamment. S'il n'y a pas de personnes présentes, on va donc mettre fin à l'émission du jour après la présentation. Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, pour ceux qui veulent appeler, s'il n'y a personne dans 2 minutes, on va donc devoir fermer l'émission après la présentation. Et comme je le dis, dans 2 minutes, c'est-à-dire exactement dans 2 minutes, s'il n'y a personne pour appeler, on va donc fermer
et clore l'émission du jour, vu que déjà il est très tard, presque partout dans le monde. Malheureusement, il faut penser aussi à sa survie. Et donc, on ne pourra pas présenter les émissions maintenant comme on le faisait un peu plus tôt. Voilà, donc je réitère ça. Dans 1 minute, s'il n'y a vraiment personne, on va donc boucler et passer directement à autre chose. Allô? Oui, bonsoir, Sunyata le Conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. La soirée se passe bien, j'espère. Oui, la soirée va très bien. Seulement que c'est de mon Dieu côté, il y a merci. eu un changement dans le temps du boulot. Oui, je comprends parfaitement. Hein. Voilà, Là-bas, à tout moment, on peut être appelé, hein, effectivement, effectivement, selon les besoins. Et effectivement. puis, voilà, ce que les structures demandent. Donc, moi, je comprends parfaitement. Les Anglais, ils ne sont pas comme nous, hein. Effectivement, Eux, ils sont 100 à l'heure en matière de travail. effectivement. D'accord, vous avez la parole. Voilà. Oui, oui. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Mhm. Aujourd'hui encore, je voudrais intervenir sur le fameux sujet des panafricains, pour ne pas dire les pseudo-panafricanistes, des gens qui pensent rendre service à l'Afrique. Or, en réalité, ils sont en train de contribuer même à détruire l'Afrique. Je vais citer certains de ces bouffons. Il y a Franklin Nyamsi, Kémy Seba, pour ne pas dire Demi Kebab, Nathalie Yam, le Mamadou Koulibaly, ainsi que des pseudo-panafricanistes qui en réalité contribuent à ternir l'image de l'Afrique. De quoi il est question? Depuis pratiquement plusieurs années, ces bouffons-là, ils ont envahi les chaînes de télévision pour raconter des bêtises afin d'abrutir les populations d'Afrique francophone. Voyez-vous, ces gens-là, à tout moment, ils sont là à bas les Français, à bas le colonialisme, à bas les impérialistes, ainsi de suite. Or, au fond, ils sont financés par des structures mafieuses qui n'ont pour seul agenda que de détruire les pays d'Afrique francophone. Et nous avons pu expérimenter cela, on a vécu cela récemment avec le fait que les Kémy Seba, ils sont restés depuis la France pour lancer des appels contre les symboles français, contre les ambassades, les représentations françaises au Burkina. Et vous avez vu ce qu'il s'en est suivi. Des jeunes instrumentalisés sont allés saccager un sang les représentations françaises. Et ce que nous ne comprenons vraiment pas, la plupart de ces bouffons, des panafricains, ils possèdent la nationalité française et ils ont un passeport français en poche. Vous allez vous rendre compte que ceux-là, ils bénéficient de la protection sociale en France, des allocations familiales, et en plus de ça, ils ont des aides de toutes parts. Ils ont la nationalité tout. Curieusement, ce sont les mêmes qui sortent pour dénigrer la France, pour abrutir leurs frères africains. Ils dénigrent la France, mais curieusement, ils vivent en France. Ils dénigrent la France au détriment de la Russie, mais si vous leur proposez d'aller vivre en Russie, ils n'accepteront pas. Et ce qui fait extrêmement mal aujourd'hui, c'est de voir que plusieurs Africains, je ne sais pas si c'est l'analphabétisme
ou bien si c'est le manque de culture, ou bien qu'est-ce qui est à l'origine, mais je ne comprends vraiment pas. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour venir te dire que, bon, écoute, c'est le colon X qui est là, ou bien Y, qui est à la base de tous tes malheurs, et puis tout de suite, toi, tu te braques. Avant de te braquer, il faut chercher à comprendre quelque chose. Mais pour aller plus loin, moi, je voudrais vraiment pointer du doigt les médias comme Afrique Média, Elvic TV, et puis d'autres médias qui font la promotion de ces panafricains ou bien de ces pseudo-panafricanistes qui à tout moment sont là pour nous emmerder. Aujourd'hui, nous voulons lancer un appel pressant à l'endroit de la France. Si la France veut, bien sûr, parce que nous n'avons pas à imposer quoi que ce soit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, pendant que des gens bénéficient de la nationalité française, ce sont les mêmes qui ternissent l'image de la France, qui attaquent la France, qui viennent abrutir les Africains d'Afrique francophone. Et ils restent en France, ils lancent des appels pour détruire l'Afrique, pour attaquer les représentations françaises. Les Français ne disent absolument rien. Les Français ne les traduisent pas en justice. Les Français les laissent se pavaner un peu partout, faire ce qu'ils veulent. Vraiment, nous trouvons cela extrêmement étrange. Nous ne comprenons pas. Dans un pays de droit, Kémy Séba, il devait être arrêté en France et jugé. Mais on ne comprend vraiment pas. Cet excès de liberté-là qui s'exerce en France, où on laisse des activistes allumer le feu, tous ces activistes qui allument le feu sont basés en France. On ne comprend vraiment pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous pouvez voir que, comment on appelle, un ressortissant français, il va venir s'asseoir en Côte d'Ivoire et puis passer tout son temps à toujours dénigrer, je ne sais pas, même s'il bénéficie après de la nationalité ivoirienne, il va passer tout son temps à dénigrer ou à travailler contre son pays. Voilà, on ne voit pas ça. Mais à tout moment, on ne comprend pas. Si ce n'est pas Kémy Séba, c'est Nathalie Nyam, ou bien c'est Franklin Nyamti, ou bien ce sont les mêmes bouffons là, toujours qui racontent des choses, et il y a des médias qui font leur promotion. Voilà où c'est regrettable. En tout cas, ce que nous voulons dire, nous lançons un appel très pressant à l'endroit des pays africains pour dire au peuple de faire attention. Ce n'est pas des délinquants comme Kémy Séba qui vont apporter quelque chose de bon à l'Afrique. Non. Kémy Séba, qu'est-ce qu'il vaut lui? C'est délinquant. À un moment donné, il faut arrêter. Vous allez vous rendre compte que des gens comme Kémy Séba, quand ils publient sur leur page ou bien ils font leur direct, si vous émettez le moindre commentaire qui est en contradiction avec ce qu'il est en train de dire, il vous bloque automatiquement. Moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai été bloqué par Kémy Séba. Mais comment pensez-vous qu'avec des gens comme ça, qu'on peut aller de l'avant? Nous voulons attirer l'attention des autorités ivoiriennes pour dire qu'il est grand temps d'interdire définitivement tous ceux qui réfléchissent et qui pensent comme les Kémy Séba là. Il faut leur fermer les médias ivoiriens. Nous ne voulons plus voir sur un plateau de télé ivoirien ou bien une radio ivoirienne un panafricain ou bien un pseudo-panafricaniste ou bien quelqu'un qui vient pour lancer des appels anti-français, ainsi de suite. Nous n'en voulons plus. Parce que les gens ne rendent pas service à leur pays ou bien ils ne participent pas vraiment à la stabilité des pays en raisonnant comme ça. Hier, il y a un Malien qui a été pris sur NCI, il a donné son avis. Ce bouffon, il faut le classer dans la catégorie des Kémy Séba, des panafricains. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que le danger, il est imminent. Vous avez vu ce que Gauthier a dit. Gauthier Pasteur, il a dit qu'il faut que les médias ivoiriens ferment leurs portes aux panafricains, aux anti-français,
et au pseudo-panafricanisme qui foisonne en longueur de journée sur Afrique Média et les autres médias de merde. Nous n'en voulons plus. Le danger, il est imminent. La sous-région est en train de se détruire. Donc, il faut fermer les portes des médias à tous ces bouffons-là qui détruisent l'Afrique. Nous n'en voulons plus. Il est grand temps. C'est un appel que nous voulons lancer, un appel très pressant à l'endroit du gouvernement. Nous demandons avec insistance au gouvernement de donner des instructions très fermes pour ne même plus que sur un média, c'est-à-dire télévision, radio, ou bien une quelconque presse en ligne. Nous ne voulons plus que ces chaînes de télé ou radio là ouvrent leurs portes à ces Kémy Séba, panafricons, panafricanisme, pseudo-panafricanisme, anti-français. Nous voulons qu'ils soient définitivement censurés de nos médias. Parce que nous ne voulons plus assister au fait que des gens vont venir pour endormir le peuple, pour abrutir le peuple et puis faire des bêtises. Le danger est imminent pour prendre les précautions. Les médias ont un grand rôle à jouer. Il faut censurer définitivement tous ces panafricains de merde qui nous emmerdent en longueur de journée. Nous n'en voulons plus. Ils ne sont même pas capables de fabriquer la moindre aiguille. Matin, midi, soir, c'est eux qui sont en train de raconter des bêtises. Il est grand temps de mettre fin à toutes ces bêtises que nous voyons en longueur de journée. Nous n'en voulons plus. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, je crois qu'on est dans la même longueur d'onde et malheureusement, beaucoup d'Africains se laissent berner par des gens alors que pour connaître un homme, il faut se poser des questions simples. Qu'est-ce que la personne fait comme métier? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, si c'est lui qui doit devenir le modèle d'un continent qu'on doit construire, ce n'est pas un modèle de développement qui sera assez respecté et respectable. Quelqu'un qui trompe son continent, comme disait Madame Blanc dans son texte, même les négriers n'ont pas trahi autant l'Afrique que Kémy Séba, Nathalie Yam et bien d'autres le font aujourd'hui. Parce que si les autres ont vendu leurs frères, aujourd'hui, ce groupe-là est en train de vendre complètement l'âme de l'Afrique et le peu d'évolution que les Africains avaient pu connaître. Et c'est très dangereux. Le discours facile s'apprend facilement, mais c'est les conséquences qui seront très difficiles à assumer, et aujourd'hui et dans l'avenir. C'est ce que les uns et les autres ne devraient pas oublier. Le chemin du raccourci qu'on veut prendre là, ça ne peut nous rapporter que des conséquences. Et ça, il faut que les uns et les autres le retiennent. C'est vraiment très important. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Nous espérons que nos autorités ils vont prendre note pour écouter ce que nous avons dit et agir pour que les portes des médias soient fermées à tous ces bouffons-là. Merci beaucoup. Merci bien, excellente nuit. Et vous passez aussi une excellente soirée. Allô? Oui, bonsoir, cher René. Bonsoir, éclaireur probabilité. Comment allez-vous, cher René? Ça va? Oui, ça va très bien. Ah oui, c'est vrai. Le programme, ça ne surprend pas, mais seulement que c'est nos compatriotes qui auront des problèmes. Effectivement. Effectivement. Voilà, nous on est sur pied ici. Oui. Bon, je crois que, bon, aussi, à Nouradien, ils ne dorment pas encore. Voilà. Effectivement. Ils sont dans les grains. Mhm. Bon, c'est aucune opportunité, ils ont fini de travailler. Je vous salue, je salue tout le monde. Mhm. Je salue toute la classe. Vraiment, comment dirais-je, les événements, il y a eu remue-ménage après le 46, le discours du Premier ministre malien à l'ONU où il a uni, comment dirais-je, toute l'Afrique. Vraiment, le discours de la honte, c'est bizarre. Les Maliens, ils se sentent heureux avec ce genre de discours.
Vraiment, je ne sais pas quelle est leur inspiration, quel est leur point de vue sur le modèle à l'international. Comment dirais-je, la diplomatie malienne, je ne sais pas où on va. Si elle-même elle existe, la diplomatie malienne, s'il faut attaquer les autres États, là où tu es, là maintenant finalement la diplomatie, tu ne peux pas insulter les États, insulter même l'ONU, et finalement tu veux faire de la diplomatie. Qu'est-ce que tu attends, hein? Surtout un pays qui reçoit, un pays de dons. Vraiment, vraiment je ne sais pas où on va. On essaie de répondre quand même que l'homme il va à la perdition, mais vraiment, c'est pas bon pour le Mali, un pays pauvre, sans compter, comment dirais-je, la souffrance de nos parents dans le Sahel actuellement. Hein. Nos parents dorment au dehors, ils perdent le village. Le Mali est en train de réduire, mais ça là, ça doit faire pleurer les Maliens. Hein. Si quand tu attends certains Maliens, comment dire, quand ils ont fini de manger ça en Europe, là-bas, ils ont fini de manger leur pizza, qui les attend parler, on dirait que bon, le Mali est, comment dirais-je, est stable. Hein? Ils comparent ce Maïga à Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara, là, quand il venait lancer leur discours à l'ONU, là, le Burkina, le territoire était intégral. Hein? Les Kadhafi, quand ils venaient là, Libye était stable. Toi, ton pays a des problèmes. La population au dehors, des déplacés qui se trouvent là, qui viennent à l'ONU, au lieu de plaider ce cas, tu viens exposer ton insolence. Ah, vraiment. Éclairer le but de mon appel même ce soir-là, c'est, comment dirais-je, au niveau de la CEDEAO. Mon appel, c'est au niveau des coups d'État. Je crois qu'un temps est arrivé. Ça fait près de 60 ans maintenant que nous sommes indépendants. Vu les coups d'État qui se sont passés, je crois que les chefs d'État, aujourd'hui, là, les politiciens, même les populations des différents États, on doit s'asseoir aujourd'hui pour tirer une conclusion. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'au point d'avoir aujourd'hui encore des coups d'État dans les années 2022? À la lutte, ça va, la fréquence même dans les années 60, ça ne s'est pas passé comme ça. Cela veut dire que nous-mêmes, on va en arrière. Si vous, des gars comme Kémy Séba, qui n'ont plus de statut social, cela arrive encore à détourner la mentalité d'une grande population de plusieurs pays. Il faut dire que vraiment, nous avons régressé. L'Afrique noire a régressé. Alors, sur ce point, moi, je tourne vers la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est ma conclusion personnelle. Je constate que l'Afrique est pauvre. C'est vrai. L'armée qui est supposée protéger la pauvre population, il n'y a pas même de gouvernement, mais la pauvre population, l'armée n'arrive pas. Je prends un cas très simple, le Burkina. La population est menacée, on a soi-disant une armée, mais on constate que l'armée ne peut pas faire face à ces menaces. L'armée ne peut pas protéger la population. Les gars s'accusent. Conséquence, voici deux coups d'État qui se sont passés. Il y a une faiblesse au niveau des États pour entretenir les armées. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. La CEDEAO, pour renforcer ses gouvernements, il faut vraiment une force internationale. Ça, c'est le Wuriberi. Ça, c'est le Wuriberi. Je vous dis, on a parlé de Kémy Séba, de Franklin Nyamsi. Non, ça c'est rien ça. Et c'est le civil. C'est comment un monsieur lui va déstabiliser un pays. C'est que ce pays est faible. C'est que l'armée n'existe pas. Effectivement, l'armée n'existe pas quand il va au Mali comme ça. Un capitaine qui quitte au camp là-bas, il se prenne à 2, 3, il vient déstabiliser le pays.
que réellement il y a une sécurité dans ce pays? Voici la faiblesse. Dans les années 60, le coup d'État, les militaires se prenaient par comité et puis ils viennent, ils font le coup de messe. Aujourd'hui, là, c'est plus facile. 3 petits militaires quittent au front, ils viennent bobo. 2 coups de fusil en l'air, c'est fini. La population va se lever. Ils ont faim. Ils n'ont pas travaillé. C'est pour dire, on va échanger, on va vous donner le boulot. Voici la population qui soutient ces 3 messieurs. Et finalement, les autres commencent à s'aligner. Vous croyez que ça, c'est une armée, ça? Moi, je suis en train de rire. Aujourd'hui, celui-là, lui, il a chassé Daniba. C'est Karim Traoré qui est là-bas. Mais je le vois qu'il est faible. On peut l'amener à tout moment. Et le Burkina n'est pas protégé. Nos mamans ne sont pas protégées. Nos papas ne sont pas protégés au Burkina. N'importe qui peut tirer. C'est même chose que le Mali. Le jour où ils ont chassé Ibeka au Mali là-bas, j'ai crié, j'ai même fait des postes. Je suis regardé les badauds de Bamako. Ils sont heureux. Parce que Ibeka s'enrichit. Oui, mais ceux qui viennent là, vous allez enrichir ceux-là aussi. Les colonels qui sont venus là, les Maliens sont en train de travailler pour les enrichir. Ceux-là ne vont pas partir sans avoir des milliards. C'est ce qu'on ne comprend pas. Même le cas de Burkina, avant qu'il y ait chose dans les différents discours, on voit qu'il y a problème de postes et d'argent. C'est pour dire que ceux-là, ils viennent pas à cause de la population. Ils viennent s'installer pour avoir quelques milliards aussi. Tout le monde sait que dans ces pays sahéliens, les fonctionnaires ne sont pas payés. Donc la manière pour avoir l'argent, donc on est dans l'armée, seulement on crée un comité là, c'est tout. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire un coup d'État dans les pays sahéliens. Le taux de chômage a augmenté. Donc c'est très facile. On se lève, on dit seulement, et puis la population va nous soutenir, c'est fini. Nous faisons face à une situation comme ça. Je crois que la CEDEAO est interpellée ici. La CEDEAO est interpellée ici. La CEDEAO doit voir ses structures. La CEDEAO doit voir son organisation. La CEDEAO doit renforcer les États. Ça, le nouveau président de la CEDEAO, responsable de la CEDEAO, je ne connais pas tout son nom, il a évoqué ça. Bon, je ne sais pas si le projet est dans le tiroir, mais c'est un projet qui doit être agi. C'est un projet qui est demandé. Une force internationale. Et il doit y avoir dans tous les États une armée de la CEDEAO qui doit assurer le gouvernement, qui doit protéger le président. Si on ne fait pas ça, nous irons de coup d'État en coup d'État. Ça, je vous jure. Hein. Nous irons de coup d'État en coup d'État. Des pays comme le Mali n'aura pas l'argent pour entretenir ses soldats. Et ces soldats-là vont être manipulés par des vieux retraités de Bamako et des chômeurs de Bamako, des buveurs d'été dans les graines de Bamako. Et ils vont manipuler certains groupes d'officiers ou même sous-officiers pour emplier tous les gouvernements qui vont venir. Tous les gouvernements. Je vous jure. Le Mali m'a dessus. Les Maliens m'ont dessus. Un comité international, j'ai jamais vu. Aucun gouvernement malien n'a profité de ça. Autant d'Ibeka, comité international d'aide au Mali. Le Mali était déchiré. Le président Alassane a frappé à toutes les portes. Déposé un comité international d'aide. C'est cet argent-là, ils ont bafouillé. Ils sont venus autour d'Ibeka.
même, lui là même, il a 600 millions même de dettes lui-même détournées. Mais cela n'a pas empêché les soldats de le prendre. Comment l'Afrique est derrière? Hein? L'Afrique est derrière. Avec ces histoires de coup d'État. En tout cas, je reviens dessus et interpeller la CEDEAO vraiment de voir l'organisation. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro. C'est de renforcer la sécurité des gouvernements, la sécurité du gouvernement. C'est tout. Renforcer. Ne comptez pas sur vos soldats. Ils ne peuvent pas, ces soldats maliens, ces soldats au Niger, au Burkina Faso, ils ne peuvent pas garantir la sécurité du pays. Ils ne peuvent pas. Nous avions des Kémis et Balaksé, ils sont en train de chanter seulement. Une vraie armée qui va se lever. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a combien de personnes même, combien de personnes qui sont sorties avant-hier là pour soutenir cette junte-là? Ils ne sont pas nombreux. Mais le président de la junte, il est parti. Hein? Cela veut dire que l'armée est très faible. L'armée est très faible. Et ils sont là, ils voient, ils sont conscients de la faiblesse de la chose, et ils viennent, comment dirais-je, un peu de temps, ils font un coup de temps, ils s'en vont. Ils ne peuvent pas compter sur leur salaire. Nous sommes mal payés. En tout cas, Éclair, voici mon idée. C'est pourquoi j'ai appelé ce soir-là. Donc aussi, ça c'est ma pensée. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui passe, vous pouvez partager ou bien votre avis par rapport à cette opinion. Ça va me plaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher René. Merci pour ce que vous avez dit. Et malheureusement, nous partageons la même opinion. Mais c'est à cette grande majorité des Africains de comprendre que ce n'est pas les autres, les Russes, ou bien quelqu'un d'autre qui viendra faire notre bonheur à notre place. Et la meilleure manière de faire notre bonheur, c'est d'abord de prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Vous pouvez mettre ça sur muet, parce que comme ça me permet de parler. Ok. Quoi qu'on aura décidé, tant que nous, on ne prend pas les bonnes résolutions pour faire le bonheur des Africains, les Russes ne viendront pas pour mettre fin à la famine en Afrique. Les Russes ne viendront pas pour faire notre bonheur mieux que les Français ou les Américains. Parce qu'à la fin de la journée, ils sont venus chercher leurs intérêts sur notre dos. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes constitués en proie. Et je ne crois pas que dans une jungle, une proie peut s'en sortir, quel que soit le prédateur à qui cette proie-là s'offre. À la fin de la journée, elle est broyée, cette proie-là. Et c'est la posture de l'homme noir aujourd'hui. Et c'est très lamentable. Et on refuse parce que je ne sais pas si c'est une peur ou même si c'est une paresse intellectuelle, mais l'homme africain ne veut pas prendre sa place dans le rendez-vous de l'histoire de l'humanité. Il veut toujours agir par procuration. Soit c'est lui qui accuse les autres de tous les malheurs qui lui arrivent, ou bien même c'est lui qui voudrait que les autres fassent tout pour lui, pour que lui vienne dire merci. Cette réalité-là n'existe pas sur la terre. Qu'on le veuille ou pas, les Russes ne feront pas notre bonheur. Les Français n'ont pas pour vocation de faire notre bonheur, encore moins les Américains ou les Chinois ou même qui que ce soit. Le bonheur que nous voulons, c'est ce que nous faisons pour nous-mêmes. C'est très important, il faut que chacun retienne ça. Comme disait quelqu'un, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Si vous refusez de combattre, si vous refusez de vous battre comme les autres cultures, vous serez broyés et vous disparaîtrez. C'est aussi simple que cela. Et ça, il faut que les Africains le comprennent. C'est ce que j'allais ajouter. Merci, Clara. Merci à vous et vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, on va prendre la toute dernière personne qui est le roi du printemps. Et comme je l'ai dit, avec vraiment le changement et puis le temps, nos émissions vont plus dépasser les 2 heures du temps. Donc, on va se faire fort quand même d'être sur les réseaux. Mais la survie individuelle compte. Il faut vraiment survivre. Et nous autres, on compte sur une survie digne, sans tendre la main à quelqu'un. Avec le changement de programme, ça ne sera plus. On ne pourra plus donner le temps aux gens comme avant. Tous ceux qui vont intervenir, maximum 15 minutes, aller juste à l'essentiel. Les gens comprennent et on passe. Et on gagne en temps. Ça sera vraiment très intéressant. Donc, on va prendre le roi.
Et c'est avec lui qu'on va clore l'émission de ce soir. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, Éclairé. Oui, cher frère, comment ça va? Oui, je vais bien. Bien, merci. On dirait que tu dormais. D'accord. Ouais, immédiatement, on est rentré un peu tard là, Mhm. 2h moins. Oui, oui. Voilà, par rapport à ce que tu sais là. Donc, bon. Ok. Donc, je vais te laisser la parole rapidement. Donc, oui. Mhm. Bon, ce que je comptais dire, que c'est de Dieu encore merci beaucoup aux élèves de la classe. Mhm. Voilà, effectivement, moi, j'étais informé que les heures, je savais qu'on allait changer d'heure. Et je pense que c'est important, puisque c'est le boulot. Et en tout cas, moi, je n'ai rien à dire. On va faire avec, et puis c'est important. D'abord, il faut dire que c'est la même actualité. Et moi, ce que moi je compte dire concernant le cas du Burkina et du Mali, et moi je vais prendre ce sujet, et ce sujet va me conduire après en Côte d'Ivoire, où ça va m'amener à parler de la communication, et puisque quand on observe un peu de très près les événements qui ont eu lieu dans ces deux pays, on remarque que toutes ces actions sont parties des réseaux sociaux. Quand on arrive à déstabiliser des pays à partir des réseaux sociaux, ça veut dire qu'en réalité, les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la vie de nos pays, et surtout en matière de communication. Si vous analysez un peu, vous regardez un peu les choses du côté du Burkina, je veux dire les actes de vandalisme que nous avons vus contre l'ambassade de la France et l'Institut français, qui ont été à moitié saccagés. Mais je crois que les appels sont partis des réseaux sociaux, et je vais parler de Miseba et la quête et Sekou Tunkara et Amiral Blindé sous le de Paris et Franklin Nyamsi. Et ce sont ces personnes-là qui ont lancé les appels, et ces appels-là ont permis d'aller saccager l'ambassade de France et leur institut, l'Institut français. Mais tout ceci, quand vous regardez ça, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Parce que je le dis honnêtement, s'il y a qu'en Côte d'Ivoire, parce que à chaque instant, nous ne cessons de parler de ça. La question des réseaux sociaux. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, nos autorités qui pensent que les réseaux sociaux sont un fait banal, ou encore, en tout cas, restent encore un fait valoir, mais moi je vais les ramener à la réalité. La réalité, c'est que les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, on arrive à déstabiliser un pouvoir, comme le cas du Burkina et le cas du Mali. Par les réseaux sociaux, on arrive à atteindre la cible qu'on souhaite atteindre. Par les réseaux sociaux, on arrive à éduquer si on veut éduquer. Par les réseaux sociaux, on arrive en tout cas à faire du banditisme si on veut faire du banditisme. Mais dans le cas d'espèce,
ce qu'on voit de l'autre côté, les réseaux sociaux ont été plus que fatals pour ces deux pays-là. Mais je suis en train de le dire et dire à notre pouvoir, parce que j'ai l'impression que notre pouvoir est trop dans la suffisance. Notre pouvoir est trop dans la suffisance à telle enseigne que ce pouvoir-là ne prend même pas au sérieux les réseaux sociaux. Je vais parler bien entendu de l'activité que les cybermilitants du RADP mènent au quotidien, de sorte à maintenir le pouvoir pour que le président Alassane Ouattara puisse continuer son développement. Mais nous remarquons qu'il n'y a qu'au RADP que les gens s'en foutent des cybermilitants, ou encore quelques cybermilitants qui sont considérés. Nous trouvons que ces cybermilitants sont acquis à la solde de certains cadres du parti. Et là, ils sont bien entretenus par ces cadres-là. Mais quand il s'agit de mettre à la disposition, de mettre ces cyberactivistes à la disposition du parti, mais vous allez trouver qu'aucun cadre ne va mettre la main dans la poche pour faire en sorte que ces cyberactivistes-là soient à l'aise pour travailler pour le président. Et c'est ce que moi je déplore. Mais aujourd'hui, depuis que nous avons fait la restructuration, il y a eu un secrétariat chargé de la communication. Ça veut dire quoi? Ce secrétariat qui est chargé de la communication, c'est ce secrétariat qui est chargé de travailler avec les cybermilitants dans la nouvelle organigramme. Et ce secrétariat est dirigé par l'ambassadeur Claude Saïd, qui est aujourd'hui, depuis un certain temps, le chef-cadre du président de la République. Alors, quand on a une personnalité très, très intelligente, très structurée, comme l'ambassadeur Claude Saïd, je crois qu'il est plus qu'important de mettre à sa disposition tous les moyens conséquents pour lui permettre de dérouler son programme. Parce qu'il a travaillé, je ne suis pas dans le secret de Dieu et je ne suis pas avec lui, mais je sais que je l'ai vu en train de faire des tournées à Boaké, un peu partout, en train de parler avec les grains, en train de parler, comme on appelle, avec les communicants. Mais quand j'ai vu ça, j'ai su qu'il y a un programme qui est déjà fait et qu'il est prêt, en tout cas, à travailler avec les cybermilitants, bien entendu s'il a eu les moyens. Le roi, Mais, oui, il faut essayer d'aller un peu vite. Il y a le cyclone qui vient de se signaler. d'accord. Voilà. Peut-être si en 20 minutes, tu peux clore. Là, lui va prendre aussi une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà. Et donc, quand on voit ça, moi je crois que s'il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'il n'a pas encore eu les moyens, en tout cas, nous souhaitons que les moyens soient mis à sa disposition, parce que ce que nous voyons ailleurs, ça doit nous interpeller et ça doit interpeller plus d'un. On ne veut pas être victime de ce que nous avons trouvé ailleurs. Mais pour anticiper, il faut aller vite. Il faut mettre les moyens à sa disposition. Et ça me permet de lancer un appel à l'endroit du ministre Cissé Bakongo, qui est aujourd'hui la cheville ouvrière du RADP. Quand je dis la cheville ouvrière, allez-y comprendre que c'est lui qui est le secrétaire exécutif du RADP. Il est, comment on appelle, il est l'interface entre la base militante et le directoire. Et tout se passe autour de lui. Il a une forte, il a, en tout cas, la décision, et rien ne peut se faire sans Cissé Bakongo. Et donc, comme nous le connaissons, un homme pragmatique, nous pensons qu'il va faire main et pied pour lever tous ces blocages-là et de donner les moyens au secrétariat exécutif chargé de la communication pour permettre aux cybermilitants de travailler. Et donc, moi, je lançais cet appel-là, en tout cas pour que quelque chose soit fait. Moi, je le dis, si les Sékou Tonkara, des analphabètes,
des Amiral Blindé, des Franklin Yancy, qu'ils arrivent à partir des réseaux sociaux à faire quelque chose, mais pendant que nous sommes au pouvoir ici en Côte d'Ivoire, mais regardez même à côté de nous, nos opposants, ils arrivent par moment, ils arrivent à saper nos actions par les réseaux sociaux. Mais alors que nous sommes au pouvoir, nous avons tous les leviers de l'État, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais quand on voit ça, ça veut dire que nous, le pouvoir a failli à sa mission, et ou encore les cadres qui sont en train de mener cette politique-là pour ne pas qu'on donne les moyens pour permettre aux cyber-militants de travailler. Mais moi, je dis qu'ils sont en train de mener un faux combat. C'est parce que l'éclaireur est arrivé, sinon vous-même vous le savez, on était malmenés sur les réseaux sociaux, on était malmenés, mais est-ce que nous, on n'est pas au pouvoir? Mais quand on voit ça, ça fait au monde. Moi, j'ai dit, il faut arrêter cette façon de faire. Et pour finir avec le dernier point, moi, je vais parler de la France. On a vu tout ce qui a été saccagé, et les gens disent qu'ils ont saccagé les biens de la France. Mais moi, je compatis à leur couleur, mais je dis quelque part, c'est très bien fait pour la France. Vous allez me demander pourquoi je dis c'est très bien fait pour la France. C'est-à-dire, depuis les indépendances, 1960, la France a eu le temps d'asseoir sa politique sur le continent. À telle enseigne qu'une partie du continent parle le français et qu'on appelle l'espace francophone. Et cet espace-là est dirigé par la France. Mais la France n'a jamais joué une politique vraie avec ses colonies. La France a été toujours dans cette politique d'hypocrisie entre griffes avec ses colonies. Mais quand vous êtes hypocrite et que vous ne voulez pas mener une bonne politique pour montrer à vos colonies que vous êtes les maîtres et que vous allez, la politique que vous menez là, c'est pour leur bien et que vous êtes sincère dans votre politique, il n'y a pas de problème. Mais la France a pris aujourd'hui dans son propre piège. Mais à qui la France va aller se plaindre? Moi, je ne vois pas. La France ne fait que payer les résultats de sa mauvaise politique contre ses colonies. C'est la France que vous allez voir qui soutient le pouvoir en même temps qu'il soutient l'opposition. Mais vous faites tout pour mettre en parade les deux. Donc les gens sont arrivés à la conclusion, avec l'avènement des réseaux sociaux, ceux qui se réclament comme panafricains, aujourd'hui ils ont réussi à asseoir, à empopuler la population. Et avec cette affaire de comment on appelle ça même, ce système de sentiments anti-français, ils ont réussi à mettre ça dans l'esprit des uns et des autres. Aujourd'hui, la France est considérée comme l'ennemi de l'Afrique. Mais en réalité, c'est la France qui s'est fait avoir. Regardez la percée de la Russie. Elle est venue d'où? Mais je peux dire que c'est la France qui a prêté le flanc. Voilà pourquoi aujourd'hui la Russie est en train de vouloir s'imposer et à devenir le maître du jeu du continent de l'espace francophone. Et la Russie ne cherche même pas l'espace anglophone. La Russie cherche l'espace francophone. Bien entendu, ce que nous avons vu depuis la Centrafrique jusqu'à sortir aujourd'hui on est au Mali et au Soudan, ça n'a pas pu prospérer là-bas. Au Mali, et regardez l'ascension fulgurante de la Russie. Ça veut dire que la France a failli au Mali et les Maliens se sont levés, manipulés par les gens, ont chassé la France, ont humilié la France. Qui aurait cru qu'un pays comme le Mali pouvait humilier la France, la grande France? Mais la France a eu sa plus grande humiliation au Mali. Aujourd'hui, la France a quitté le sol malien et s'est retrouvée au Niger. Au Burkina, le sentiment anti-français est déjà en cours. Et les manifestations ont eu lieu aujourd'hui réclamant le départ de la France sur son sol. Mais moi, je ne compatis pas comme ça avec ce qu'ils sont. Moi, je dis, il faut que la France se redétermine. La Russie, quand vous prenez
l'espace francophone, il n'y a pas un seul pays qui peut dire bonjour en Russie, en russe. Mais comment se fait-il que nous, on ne parle même pas russe, ils arrivent à s'imposer là-bas? Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la faute aux colonisateurs ou bien la France est fatiguée de gérer l'espace francophone? Je ne sais pas. Et donc, à un moment donné, quand tu sais que tu es menacé, et puis tout le monde décrit ta mauvaise politique, et puis vous savez que le monde part tellement vite, nous sommes au 21e siècle, tu es obligé d'adapter ta politique à la situation actuelle. Mais il me semble que la France n'écoute pas les gens et la France continue de mener sa sale politique-là, mais la France n'a pas encore fini avec ses devoirs. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je ne suis pas un panafricain, mais je suis en train de décrire des faits réels. Quand vous allez analyser, vous allez voir que c'est la France qui s'est fait avoir. Si la France jouait franc jeu, vous allez voir que les choses allaient aller. Le coup d'État de IBK, c'est la France qui a laissé faire. Dès que les gens étaient opposés, et certains lui ont dit de faire tout pour ne pas que ça passe. Mais à un moment donné, ils ont dit oui, il faut que IBK écoute le peuple. IBK a écouté le peuple, IBK est parti. Mais celui que vous avez soutenu aujourd'hui qui est au pouvoir, ce n'est pas lui qui vous a chassé de votre territoire. Mais on a vu en France, quand les gilets jaunes se sont levés contre Macron, mais qui a levé le petit doigt pour dire à Macron d'écouter le message du peuple? Macron n'a pas écouté le message du peuple. Macron s'est approché et il a gagné la bataille. Mais pourquoi quand c'est dans les pays africains, Macron se lève, la France se lève pour dire qu'ils n'ont pas écouté la voix du peuple? Moi, je pense que c'est une sale politique et moi, je le dis à qui veut l'entendre. S'ils ont cassé l'ambassade de la France, c'est la France qui a cherché. S'ils ont tué un Français là-bas, c'est la France qui a cherché. La France a intérêt, en tout cas, à adapter sa politique au fonctionnement du monde. Sinon, je vous le dis honnêtement, la France n'est pas encore au bout de ses humiliations. Mais je vais rassurer aussi les gens pour dire que tout ce que nous voyons au Mali, au Burkina ou encore à Guinée, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Nous, on sait très bien que la cible principale, c'est la Côte d'Ivoire. Mais je vais rassurer tous les élèves de la classe pour leur dire que la Côte d'Ivoire est à l'abri de ça. C'est vrai, quand ton voisin n'est pas en paix, toi aussi tu ne seras pas en paix. La seule chose qui peut nous inquiéter, c'est que sur le plan démographique, ça va venir gonfler la population et ça va venir nous mettre dans une situation sociale très compliquée. Sinon, pour dire que quelqu'un va se lever pour prendre une arme ici pour faire un coup d'État, moi je peux mettre la main dans le feu pour vous dire qu'il n'y a rien. Moi je lance un dernier appel à nos autorités. Les Burkinabés, ils ont décidé d'emprunter la même voie que le Mali. Donc, ce qu'on va demander à nos autorités sécuritaires, c'est de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Les Burkinabés, ils ont créé cette situation, il faut qu'ils restent là-bas pour gérer. Vous ne pouvez pas dire, à part la France, et on ne veut pas de la France, et vous allez fuir pour venir chez un sous-préfet français. Le président Alassane Ouattara était sous-préfet français. Ça veut dire que c'est un territoire français. Nous, on ne veut pas voir un Burkinabé ici, on ne veut pas voir un Malien ici. Moi, je dis ça aux autorités. Il faut barrer nos frontières. Il faut fouiller de fond en comble les pistes entre Ouangolo, Tengrela et Ferké. Même du côté de Guinée, du côté de la Guinée, barrer tout. La situation qu'ils ont créée, ils vont rester là-bas pour gérer. Nous, là, nous, on collabore avec la France. Nous sommes les sous-préfets de la France et nous, on est fiers d'être un sous-préfet de la France. Comme ils ne sont pas sous-préfets de la France et que c'est les Russes qu'ils veulent, ils n'ont qu'à aller dans les territoires russes. La Russie va les accueillir là-bas. Sinon, s'ils viennent ici, ça ne sera pas bon. Éclairez, vous lancez l'appel à vous dire aux autorités, nous, on dit non, on ne veut pas les voir ici. Nous, on préfère être un sous-préfet de la France, avoir la paix pour continuer notre développement. Vous avez choisi ça, allez-y, vous allez régler ça. Déjà, vous avez commencé à réclamer la Russie va aller vous aider, mais nous, là, on ne veut pas que la Russie nous aide. Et vous êtes en train de faire un faux procès à la France. Mais la France, quand vous regardez, vous dites qu'Alassane Ouattara, la France n'est pas le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a diversifié le marché. Donc ça, il faut parler de ça. Le dernier point, quand on fait un développement et une politique de développement,
Il faut que cette politique de développement soit accompagnée par un plan, par une politique, comment on appelle, d'immigration. Le président Alassane Ouattara doit mettre un plan d'immigration de sorte que quand quelqu'un vient en Côte d'Ivoire, il faut lui demander ses motivations. Tu es venu faire quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui t'a amené en Côte d'Ivoire? Et quelles sont tes compétences? Tu es venu faire quoi? Où tu vas loger? Il faut les cibler et tous. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas être un pays désordonné. Et dans 5 ans, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus convoité en Afrique, de l'Afrique. Tous les Sud-Africains votent là, des yeux et tout ça, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus convoité. Donc il faut commencer à mettre cette politique d'immigration en place. Je dirais, si vous avez quelque chose à ajouter. Cher frère, j'allais te dire merci, merci infiniment pour tout ce que tu as dit. Et j'adhère complètement à tout ce que tu as dit. Pour la simple et bonne raison qu'un être humain, quand tu poses des choix, il faut aussi être capable d'assumer les conséquences. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali et bien d'autres pays peuvent choisir de nouveaux maîtres. Mais nous sommes en train de chercher à nous affranchir, à devenir nos propres maîtres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Et c'est pourquoi ces gens-là peuvent crier, mais à la fin de la journée, leur destin est encore plus effroyable qu'auparavant. Mais ça, ce n'est que le début. Ils verront le pire venir. C'est ce que je peux dire. Et surtout, recommander aux dirigeants du RHDP de prendre la communication sur les réseaux sociaux en compte. C'est très important. Je donne un exemple par exemple. Vous avez vu dans leur euphorie du coup d'État qui a été au Burkina le premier. Hier, c'était le 2. Aux alentours de midi, Sorogum a fait un tweet où il a dit que la prochaine cible sera le Ghana. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une vieille vidéo qui n'a rien à voir avec le contexte de l'actualité, mais qui s'est passé au Ghana où, pour un problème de terre, il y a des policiers et des militaires qui sont partis créer des troubles quelque part. Et ils ont fait croire aux gens que le Ghana venait de commencer un mouvement pour essayer d'enlever le président qui est là actuellement. Et donc, voyez-vous, il y a une certaine ignorance, une certaine méconnaissance de la réalité du monde. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, en se donnant un nouveau maître, qui soit les Russes, leur problème sera réglé. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas à nous de vous dire que votre problème sera réglé ou qu'il ne sera pas réglé. Ce qu'on vous demande par contre, c'est d'assumer les conséquences de vos actes. Et si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites, ne comptez pas sur la Côte d'Ivoire comme pays d'accueil aux heures difficiles. Restez au Burkina et vivez tous les avantages de votre nouveau choix que vous aurez fait. C'est ce que je peux ajouter. Okay. Non, merci beaucoup. Et moi, je dis aux élèves de la classe que nous sommes les personnes les plus heureuses. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Kandia Kamara. Moi, je peux dire que notre communication a payé parce que dès le début, nous, on avait signalé, on avait clairement montré notre position. Nous, on avait dit qu'on n'était pas d'accord avec son choix à ce poste-là parce que c'est un poste très stratégique. Si votre diplomatie est échouée dans le monde, votre pays ne sera plus respecté. Et à cause de Scandia, la Côte d'Ivoire, regardez le problème des carences militaires. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle sait ce qu'elle a fait. Et donc, moi, je dis merci. Maintenant, le RHDP, là, le prochain remaniement, comme j'ai dit, je n'attends pas grand-chose. Le ministre de la Culture, Mme Rema, qu'on a mis là-bas, on ne choisit pas les gens parce qu'on a envie de les récompenser. Il faut regarder son parcours dans le parti. Elle n'a pas de base. Elle ne peut pas nous amener des militants. Alors qu'un parti, quand il est créé, il est fait pour reconquérir des militants, pour amener des militants. Mais nous, on ne sait pas dans quel département elle est inscrite. Elle n'a pas de base. Donc, toutes les nominations que le président Alassane Ouattara a fait dans son dernier gouvernement, il y a des personnes qui ne pèsent pas, il faut les enlever. Nous, on ne peut pas, parce que nous, on veut bien les élections de 2025 en un coup. On ne veut pas aller au deuxième tour parce que le deuxième tour-là crée trop de problèmes. On veut gagner ça un coup. Madame Arlette Badou, ministre de la Culture, c'est vrai, il y a eu la représentation suivie, il y a eu des choses, d'autres sont partis à cause de ça, mais elle a fait un travail de fond à Arab. Dans le Mourounou, je sais de quoi je parle.
Et cette dame-là, moi, j'ai vécu très mal son départ du gouvernement. Parce que je ne suis pas un militant de maison. J'ai eu à effectuer des missions dans cette zone-là. Voilà pourquoi moi je parle. Mais contrairement à cette dame-là, je n'ai rien contre elle. On dit elle était à Canal, mais je n'ai rien contre elle. Moi-même, c'est maintenant, même moi-même, je la vois. Donc, elle n'est pas RADP. Même si elle est RADP, ce n'est pas un membre actif, ce sont les membres passifs là. Donc, nous, on ne fait pas ça. Elle ne peut pas nous amener un seul militant. Il faut que le président Alassane Ouattara enlève dans le gouvernement, nous mettre des personnes qui peuvent travailler et nous apporter des militants. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que la venue de Mapri Toakes, quoi qu'on puisse dire, est très important et c'est très bénéfique pour le RADP. L'Ouest là, je n'ai même plus peur. Je sais que l'Ouest, on ne va plus avoir de problème. Donc, si tu sais analyser la politique, tu vas savoir qu'il y a des personnes auxquelles on ne touche pas. Mais il y a des gens, on dit qu'il faut rien, c'est vrai. Mais le président, il les laisse là-bas en connaissance de cause. Mais les bras cassés aussi, là, il n'y a qu'à les enlever. Et bonsoir à chacun. Merci beaucoup, le roi. Merci beaucoup, cher frère, et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne qui est le cyclone qui va clore l'émission de ce soir. Allô? Oui, alors, bonsoir, quelle est votre autorité? Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, ça va très bien. Et le moral? Le moral, alhamdulillah, ça va très bien. Dieu merci. Que Dieu accorde sa miséricorde à tous nos défunts. Amen, amen, Et amen. qu'il ait pitié même de nous-mêmes aussi, les vivants. Amen, 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 Vraiment, amen. merci beaucoup. Et donc, Ouais, chers merci auditeurs, beaucoup. je tenais aussi à dire merci à vous tous pour l'acte de fraternité, de solidarité que tout le monde a eu à l'égard du cyclone. Vraiment, merci à tous pour cela aussi. Merci de votre générosité, merci pour vos prières et merci pour toutes les bonnes actions. Donc, le cyclone, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis merci et bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je tiens à remercier tout le monde. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao, merci à tous les auditeurs. Chers parents, je vous dis merci. Je vous dis sincèrement merci. Éclairé, je ne vais pas vous mentir. J'ai reçu des appels. Je ne vais pas dire d'où ça vient. Partout, tout le monde a appelé pour faire les bénédictions, pour le moral. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu pardonne tous nos défaits. Que Dieu nous donne une bonne fin à nous tous, dans la santé, dans la prospérité, surtout dans la richesse. Je vous dis merci. Merci à tout le monde. Éclairé, je vais avancer un peu. Je dis bonsoir à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous ceux qui sécurisent nos vies et nos biens en Côte d'Ivoire. Je leur dis bonsoir. Bonsoir à tous les soldats. Bonsoir à tous les soldats. Chapeau à vous. Nous avons confiance en vous et vous avez tous nos respects. Tenez bon. On est sur la voie normale. La Côte d'Ivoire a évolué avec ses soldats et ses enfants, la majorité des Ivoiriens. Je dis merci au chef d'État. Merci à Madame la Première Dame. Sans oublier nos 49 qui sont kidnappés au Mali. Que Dieu les faire bien sains et saufs d'un bref délai, sans condition, et qu'ils viennent retrouver leur famille en bonne santé.
Inch'Allah, chez 49, ça va se passer, si Dieu le veut, Inch'Allah, bientôt. Éclairé, ce soir, je voulais parler un peu ici des personnalités de nos pays qui ont eu la chance que Dieu les a mis devant des Ivoiriens pour pouvoir arranger leurs problèmes, parler de leurs problèmes. Éclairez-moi, j'ai remarqué quelque chose en Côte d'Ivoire. Il y a trop de laisser aller. Pour ce que tu ne dis pas, la majorité oublie très vite et il s'en fout de la population. Je dis bien la majorité, ce n'est pas tout le monde. De qui je parle, je vais dire. Je vais parler de Maurice Pandama, l'ambassadeur de France et Côte d'Ivoire en France, et je vais parler de Touré Mamadou. D'abord, je commence par Pandama Maurice. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Pandama Maurice, vous avez occupé beaucoup de postes avant de devenir ambassadeur en France. Étant ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire en France, c'est une confiance qui est mise en vous, d'abord par les chefs d'État, pour arranger le quotidien des Ivoiriens, pour régler tout ce qui est problème entre les Ivoiriens. Les papiers administratifs, tout. Vous êtes la première personne en France ici, c'est comme vous êtes notre président ici. Mais éclairé, il ne faut pas, on va se mentir. On n'a qu'à se dire la vérité. Si les autorités veulent qu'ils prennent en compte, s'ils veulent, il ne faut pas prendre en compte. Parce que nous, les militants, nous, on sait où on est quitté. On sait ce qu'on a subi. On sait ce quoi on suit. On est en train de subir jusqu'à là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de dénoncer. Mais après avoir dénoncé, l'État ne peut pas nous dire que toutes ces dénonciations qu'on a faites, qu'ils n'ont pas mené d'enquête, ou s'ils ont mené enquête, qu'ils n'ont rien vu, ils ne peuvent pas nous dire ça. Nous, on va les interpeller. Et on va continuer à dénoncer M. Pandama Maurice. Parce que s'il n'y a pas une solution qui est trouvée, c'est que l'État est complice de tout ce qui arrive. Pour des bons, il faut qu'ils arrivent à crier dans nos oreilles. Ils vont nous donner à la mort. Et nous, on ne va pas accepter. Mais ce n'est pas Pandama Maurice, depuis qu'il est ambassadeur en France. Il y a quoi les souris ne font pas? Il y a quoi les cons ne font pas? Ils restent sur le territoire français. Ils appellent aux jeunes et innocents qui ne sont même pas au courant des problèmes du Côte d'Ivoire. Les enfants de Témi à la mort. Ils appellent ou ils envoient de l'argent au pays. On ne peut pas me dire que si quelqu'un envoie de l'argent au pays qui n'est pas tracé, ce n'est pas possible. On est en France, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, premier coupable de tous les autres qui quittent à partir de la France, c'est M. Pandama Maurice et il est cautionne. Moi, je dis et je l'assume. Il n'aime pas le pouvoir. Son souhait, le pouvoir n'a qu'à être renversé. Parce que vu tout ce qu'on voit, il n'a jamais bougé le doigt. Et on a dénoncé, il est dans tous les 100 coups. Mais qu'est-ce qu'on a vu après avoir dénoncé pendant tout ce temps? Le président nous a nargués. Il a augmenté son pouvoir de plus. C'est ce que le président nous a fait. Quand il y a la vérité, il faut qu'on se dise. Hein? Parce que nous sommes des militants. Le président ne peut pas tout voir. C'est nous, les militants, on voit beaucoup de choses. Mais quand on dénonce, on doit nous écouter. Donc, chers parents,
tout ce que les cyberactivistes souristes et les corps radicaux font en France ici, ils sont payés pour le faire. Mais qui les paye? Ce sont nos cadres qui les payent. Ce n'est pas eux tous. Mais nous sommes tous conscients. Les cyberactivistes ici, de corps, ils sont entretenus par certains cadres de RHDP. Mais pourquoi on ne va pas dire? Pourquoi on ne va pas dire? Voilà quelques-uns, pour aborder dans les pas de le roi sans trop tarder, c'est quelques éléments qui sont en train de ménager toute l'Afrique comme ça. Pendant ce temps, nous on est là, on dénonce, on partout. C'est les mêmes cadres-là qui payent les gens pour venir nous. Ils ont essayé de nous faire taire plusieurs fois. Ceux-là sont prêts pour le président. Ils ne sont pas prêts pour le président. Et si nous on dit que ça les fait mal, nous on va continuer de le dire. Et en communication, on ne joue pas. Chers cadres, si vous jouez avec ce pouvoir, je vous le jure, c'est que vous, tout ce que vous avez refusé de faire, je touche du bois. Ce n'est pas mon souhait. Parce qu'on a traversé un moment terrible et noir dans l'histoire. Et on a perdu tous nos frères. Parce que vous êtes rassasiés, que vous êtes en train de négliger les militants que le président vous appelle à aller faire un. Chers parents, je vous le jure, si vous avez joué avec ce pouvoir, c'est pas bon. Non seulement c'est pas bon, nous on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas être tendre avec vous. Si vous voulez couler, vous allez couler vous, pas nous. Nous, on est avec le président. Il n'y a rien qui va nous faire changer. Mais on va se dire la vérité. Faire la communication. Quand on parle, il y a certains qui vont dire, non, communication là. Malgré ils sont sur le faux. Et le monde a dit c'est qu'ils sont en train de mentir. Mais on les finance pour faire. Et ils ont du pouvoir sur tout le monde. Mais vous êtes au pouvoir. On dirait que vous n'êtes pas là. Le président vous a toujours dit, allez-y vers les militants. Il vous a dit, il sait ce qu'il y a dedans. Vos milliards volés là, ça ne peut pas sauver votre vie. Protégez ce pouvoir. Protégez ce pouvoir, s'il vous plaît. Et on voit, on n'a pas besoin de cacher. Tout ce que même les cyberactivistes maliens sont financés par vous. Vous pouvez ménager le pays. Mais vous êtes là pourquoi? On n'était pas au pouvoir, on a parlé. On est venu au pouvoir, on dit Dieu merci, on va se reposer. Car c'est maintenant le travail va commencer. Dans nos pouvoirs, parole même qu'on a fait là, quand on était en opposition, on n'a pas fait. Honte à vous. Vous êtes méchants. Mais mettez-vous en tête que ce n'est pas votre argent qui a nourri les gens, c'est ça le problème. Mettez dans l'argent là où ça peut arranger le peuple. La communication. Comment Kémy Seba, les Sékou Toungara, peut ménager tout. Non, ce n'est pas possible. Donc, ce côté, je vais m'arrêter, je vais avancer un peu. Je vais venir sur Touré Mamadou. Monsieur le Président de la République, en toute sincérité, vous nous avez dit que vous venez au pouvoir, vous allez faire confiance aux jeunes. Et nous, on a bien compris, Monsieur le Président. Et tout ce que vous avez dit, Monsieur le Président, vous avez respecté tout. Mais il y a des problèmes qui nous fatiguent. Un, problème de justice. Deux, le cas de Touré Mamadou. Il veut hypothéquer notre vie, nous la jeunesse. La confiance que vous avez placée en nous, Touré Mamadou a gâté. Il n'a rien fait pour les jeunes. Là où on est là, actuellement, c'est les jeunes qui vivent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Touré Mamadou a maltraité les jeunes. Il n'aime pas les jeunes. Il est orgueilleux. Et il est impoli.
parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Mais Touré Mamadou, avant de venir dans ce pouvoir, à Bobo, derrière, on se connaît très bien. Il comptait sur nous pour rentrer à Bobo. Mais ce que Dieu a fait pour lui, chacun n'a pas la même chose dans la vie. Moi, je suis fier de la position qu'il avait gagnée. Oui, il a mérité. Mais quand on mérite quelque chose, quand on se bat au premier air, mais si tu viens aux affaires, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire plus. Tu dois montrer ce que tu disais avant. Tu fais, tu prouves, tu mets une trace. Mais tout le monde n'a pas fait. Quand ça a commencé à sentir bon, il a disparu. Et avec ce qu'il a commencé, il les a trahis et tous. Mais c'est des jeunes. Il y a d'autres qui souffrent à Bobo là-bas. Il ne peut pas régler le problème de tout le monde. Mais le moyen qui était mis à sa disposition, c'était pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce qui remplit les conditions. Mais tout le monde a donné tout à tout cela. Mais ce n'est pas son argent. Si ces bases-là, on ne doit pas négocier avec lui. C'est le président qui a mis à la disposition des gens. Ça fait partie du programme de soutien des présidents de la République. Ça n'a rien à voir avec le Mamadou. Quand on parle ici, là, on va parler son nom parce qu'il est ministre de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il a échoué, monsieur le président, pourquoi toujours continuer avec lui? Pourquoi le laisser même dans le gouvernement? Le moment où il devait servir le peuple, il n'a pas pu. Il a failli à sa mission. Il faut les radier parce qu'il n'a pas un bon cœur. Et il nous a mis tous, monsieur le président de Babou. Il n'est pas l'exemple de la jeunesse, monsieur le président. En toute sincérité, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a des hommes de valeur. Il y a des hommes de caractère. Mais pas de mauvaise foi. Mais c'est tout le monde n'est pas gentil. Pour être responsable des jeunes, il faut être rassemblé. Il faut écouter les gens. Mais il est orgueilleux, il ne peut pas écouter les gens. Les gars m'ont peur de l'approcher. Et c'est un menteur, monsieur le président. Monsieur Touré Mamadou, c'est un menteur. Et c'est un voleur. C'est moi qui ai dit. Je ne dis pas ça que parce qu'il ne m'a pas donné l'argent. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est le programme qui était confié à Touré Mamadou. C'est ce programme que c'est en train de parler, monsieur le président. Je pourrais ne pas être dans ce programme. Là, ici, d'accord. Mais pourquoi les milliers de jeunes pleurent? Mais pourquoi, s'il y a des gens qui restent en Occident, les soroïstes, les co-radicaux, qui vont envoyer à des jeunes là, ils vont pas faire ce qu'ils ont demandé. Pourquoi? Monsieur le Président, voilà les ennemis de ton pouvoir, sans langue de bois. Ceux qui travaillent là, dans les ministères, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. On n'est pas obligé de forcer. Vous avez tout fait pour oui. Pour qu'ils puissent regarder dans les rétroviseurs. Et ils ont dit que c'est des maudits qui regardent dans les rétroviseurs. C'est ce qu'ils ont dit. Et après, lui qui l'a précédé, lui-même il a dit, dans un direct, où ils ont donné 700 millions pour 16 salons de conflit, monsieur le président. Allah Akbar. Comment on peut écouter ça? Monsieur le Président, nous n'allons pas accepter. Quelque part aussi, il y a une convention entre nous. Vous nous avez parlé, nous on a respecté, nous on a voté sur la base de confiance. Et tout nous s'est jamais trahi. Mais si vous avez engagé des gens pour vous aider, s'ils sont en train de tromper tout le peuple, Monsieur le Président, il est de nos droits de sortir, de dénoncer. Et c'est ce qu'on est en train de faire, Monsieur le Président. Ils ne sont pas généreux. Non seulement ils ne sont pas généreux, ils ne veulent pas voir les militants. C'est même Touré Mamadou qui a dit qu'il ne faut pas, il y a des ressources, faut pas ils vont sympathie avec les militants parce que nous sommes trop exigeants. Il a dit, Monsieur le Président.
Mais après avoir dit ça, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a dans le ventre qu'il n'a pas dit? Ça veut dire que si on est exigeant, s'il nous trouve, il va nous assassiner parce qu'on le dérange. Jusqu'à il a dit aux gens de ne pas composer avec les militants. Ils se sont organisés, ils ont menacé tout base là. Ils ne regardent même pas la base. Oh putain, Monsieur le Président, on est fort comment, 100 militants derrière vous, ça va chauffer, hein. Mais nous, comme nous, il y a une convention entre nous. Vous avez tout respecté, vous nous avez respecté, vous avez respecté vos programmes. C'est pourquoi nous, on a vite soupçonné. On est tous derrière vous, Monsieur le Président. Ça relâche. Mais, Monsieur le Président, il y a des cartes que nous, on ne peut pas voir. Kandia Camara, poubelle. Mamadou Touré, poubelle. Ministre de la Justice, poubelle. Les autres, là, ça va venir. Mais, Monsieur le Président, cette fois-ci, ne décevez pas les militants. Parce que l'air n'est plus à la musique. L'air n'est plus à la musique. Non, la musique est finie, Monsieur le Président. Franchement, on en a marre de cela. Et Monsieur le Président, pour vous dire, tout cela, l'argent que vous donnez pour s'occuper des gens, ils sont tous détournés. Ils ont payé des maisons ici. Je sais qu'ils ne peuvent rien vous apprendre. C'est des bandes de volets. C'est l'argent des contribuables. Parce que c'est nous, on est obligé de payer toutes ces sommes-là après. Parce qu'on paye des impôts, Monsieur le Président. Il faut qu'on dise, ils n'ont rien à foutre, ils sont rassasiés. Donc quand le pouvoir est que ça tombe, ils s'en foutent. Donc éclairé, pour ne pas tout monopoliser, je dis encore merci à tous nos Mao, merci à tous les Chao, pour tous les soutiens qu'ils m'ont apporté. Que Dieu pardonne tous nos buffets, que Dieu nous donne longue vie, la santé, prospérité, tout le progrès. Donc, éclairé, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à répondre. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Mais est-ce que nous pourrons être entendus? Voilà là où réside aussi une autre question. Mais toujours est-il que dans la vie, chacun fait ce qu'il peut. Et de notre côté, on a fait ce qu'on peut. En étant honnête envers les dirigeants, en leur disant la vérité. On ne peut plus rien espérer autrement dans nos capacités. Et donc, souhaitons que les dirigeants prennent à cœur de regarder. Parce que nous ne sommes pas des opposants. Mais quand on en vient à critiquer certains éléments qui ne marchent pas ou qui n'aident pas vraiment à marcher dans le gouvernement, c'est que vraiment c'est des cas de déception flagrante. Et aujourd'hui, ces noms que tu as cités là, que quelqu'un sorte pour venir me dire ce qu'ils ont fait de bien dans le cadre de leur travail. On ne leur demande pas plus que ça. Mais c'est carrément même le contraire qu'on voit, la grosse déception que ces personnes ont instaurée. Je crois qu'à un certain moment, il faut vraiment prendre attache avec la lucidité et faire cesser certaines choses. C'est simplement ce que nous demandons. Merci d'avoir donné de la voix. Merci d'avoir clairement établi les responsabilités. On espère bien que les dirigeants vont en tenir compte. Vraiment, merci beaucoup. Donc, comme on est déjà à la fin de l'émission, je vais vous permettre de faire la conclusion et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Maintenant, nos émissions, compte tenu du temps de travail, on va les faire un peu plus tard maintenant, à cause du temps de travail. Mais les jours où je ne travaillerai pas, on va se faire fort de les faire tôt. Et donc, comme je le disais en début d'émission, il faut penser à sa survie. Parce que le travail que nous faisons là, sur les réseaux sociaux, c'est à nos temps libres. Mais quand le programme aussi change, il faut s'adapter avec ça. Parce qu'à la fin de la journée, on peut beau aimer le RHDP, on peut beau aimer tout ce qu'on fait, mais il faut penser à sa survie. Et en toute sincérité, on met d'abord le travail en avant et à nos temps libres et au moment que nous pouvons, on va consacrer cela pour pouvoir s'informer et s'éduquer ensemble. Mais déjà, pour ceux qui sont sur la plateforme, pratiquement 2 ans, il y a beaucoup de choses qu'on a données. Et déjà même, je peux dire que ceux qui nous suivent correctement, même nos anciennes émissions, vous n'avez pas encore fini de les exploiter à fond. Et donc, on continuera à faire les émissions
pratiquement presque chaque jour, mais pour l'instant, ça ne sera plus aux heures habituelles parce que les jours où je me repose, là, je pourrais peut-être faire ça aux heures habituelles, mais les jours où je dois travailler, ça ne pourra plus être aux heures habituelles. C'est ce qu'il fallait signaler et dire merci à tout le monde. Donc, le cyclone, vous avez le mot de la fin. Ok, éclaireur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout qu'on fait, éclaireur, moi je te dis merci. Hein. Merci pour tout ce que vous faites là, toujours. Éclaireur, ce que vous faites là, c'est quelqu'un de depuis, il a laissé, il fait son travail. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit toujours. Quand on dit on regrette quelque chose, c'est que c'est déjà gâté. Mais que Dieu nous donne de ces mots. Mais éclaireur, moi je vais rappeler quelque chose encore. Chers parents, la sortie d'éclaireur. Éclaireur, on ne sait pas, hein. Donc on vous dit merci. Merci. Oui, merci. Moi-même, tout ce programme, près de 10 ans et quelques, depuis votre arrivée, nous les Ivoiriens, on te dit merci. Chers parents, on parle mal de Kémy Seba, de Balignan. Laissez-les tranquilles, tiens. Nous tous on sait qu'ils sont dans le pot. Nous on sait. Et même ils savent qu'ils sont dans le pot. Mais il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. Les gars s'occupent d'eux. Oui, les gars s'occupent d'eux. Il faut partout au monde. Mais ils sont dans le faux. Ils sont en train de les financer. Ils ont tout le temps pour ménager le pays. Mais est-ce que quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'on avait besoin de parler? Non. On n'avait pas besoin de parler. En un mot, on prie Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour le président de la République. Nous, on avait le président. Et le président nous a toujours dit, vous êtes généreux, soyez généreux avec les militaires. Il a tout dit, nous on a compris. Monsieur le Président, on a compris. Éclaireur dit toujours, quand on voit un papa en train de parler sur son enfant au bord de la route, c'est qu'à la maison, ce qu'il a dit là, il est fatigué pour parler à la maison. Nous sommes tous derrière le président de la République. Nous sommes avec le président de la République. Et nous allons défendre nos patries et nos familles et nos biens. Donc, chers parents, pour ne pas trop monopoliser la parole, je dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Tu vas beaucoup aimer quelqu'un comme ta famille, là, tu vas l'aimer plus qu'au dehors, au travail en Occident, pour s'occuper. Tout le monde connaît ce qui se passe ici. Ce n'est pas donné. Donc, éclaireur, je vous dis merci. Toujours merci. Merci. Et je dis bonne soirée à tout le monde. Demain sera une journée, Inch'Allah. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en nous. Et merci à tous nos auditeurs et déjà pour certains, je vous souhaite une excellente journée et pour des gens qui sont dans les Amériques comme nous autres, je vous dis très bonne nuit et certainement on se retrouvera demain aux environs de 22h heure d'Abidjan s'il plaît à Dieu. Merci à chacun et très excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Cyclone.